Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la Controverse, l'émission où l'on augmente notre puissance dialectique en nous confrontant à de grandes questions philosophiques. Lors de la première controverse, nous nous sommes demandé si la liberté existait ou s'il s'agissait d'une illusion. Merci à vous tous qui avez participé, c'était de haute tenue. Cette fois, nous allons tâcher de faire aussi bien, voire mieux, en produisant des discours argumentés sur la question suivante: existe-t-il des critères de la beauté ? Pour nourrir notre réflexion, et avant de vous laisser travailler, je vous ai sélectionné 3 grands textes de l'histoire de la philosophie sur cette question de la beauté. Et nous allons commencer par un extrait du Phèdre de Platon. Pour vous permettre de bien rentrer dans ce texte, je voudrais vous dire juste un mot de l'idéalisme de Platon. L'idéalisme de Platon, c'est un défi lancé à l'intelligence humaine. Platon est en effet constamment en train de nous rappeler que ce que nous tenons pour des connaissances, que ce que nous tenons pour des vérités, ne sont en fait que des approximations boiteuses d'idées pures et parfaites. Ces idées pures et parfaites, nous pouvons en avoir l'intuition, nous pouvons en avoir quelque chose comme un souvenir, mais toutes les fois que nous cherchons à les saisir, elles nous échappent. Car notre intelligence et nos sens sont des outils faillibles. L'homme, en apercevant la beauté sur la terre, se ressouvient de la beauté véritable, prend des ailes et brûle de s'envoler vers elle. Mais dans son impuissance, il lève, comme l'oiseau, ses yeux vers le ciel, et négligeant les affaires d'ici-bas, passe pour un insensé. Eh bien, de tous les genres de délire, celui-là est, selon moi, le meilleur, soit dans ses causes, soit dans ses effets, pour celui qui le possède et pour celui à qui il se communique. Or, celui qui ressent ce délire et se passionne pour le beau, celui-là est désigné sous le nom d'amant. En effet, nous avons dit que toute âme humaine doit avoir contemplé les essences, puisque sans cette condition, aucune âme ne peut passer dans le corps d'un homme. Mais il n'est pas également facile à toutes de s'en ressouvenir, surtout si elles ne les ont vues que rapidement, si, précipitées sur la terre, elles ont eu le malheur d'être entraînées vers l'injustice par des sociétés funestes et d'oublier ainsi les choses sacrées qu'elles avaient vues. Quelques-unes seulement conservent des souvenirs assez distincts. Celles-ci, lorsqu'elles aperçoivent quelque image des choses d'en haut, sont transportées hors d'elles-mêmes et ne peuvent plus se contenir, mais elles ignorent la cause de leur émotion, parce qu'elles ne remarquent pas assez bien ce qui se passe en elles. La justice, la sagesse, tout ce qui a du prix pour des âmes, a perdu son éclat dans les images que nous en voyons ici-bas. Embarrassés nous-mêmes par des organes grossiers, c'est avec peine que quelques-uns d'entre nous peuvent, en s'approchant de ces images, reconnaître le modèle qu'elles représentent. La beauté était toute brillante, alors que mêlée au cœur des bienheureux, nos âmes, à la suite de Jupiter, comme les autres à la suite des autres dieux, contemplaient le plus beau spectacle, initiés à des mystères qu'il est permis d'appeler les plus saints de tous, et que nous célébrions véritablement quand, jouissant encore de toutes nos perfections et ignorant les maux de l'avenir, nous admirions ces beaux objets parfaits, simples, pleins de béatitude et de calme, qui se déroulaient à nos yeux au sein de la plus pure lumière, non moins pure nous-mêmes, et libres encore de ce tombeau qu'on appelle le corps, et que nous traînons avec nous comme l'huître traîne la prison qui l'enveloppe. Platon est donc convaincu de l'existence de la beauté comme une entité objective. Elle existe quelque part en dehors de nous, mais comme un soleil qui nous aveugle toutes les fois que nous essayons de le regarder. Venons-en maintenant à un auteur plus sceptique sur cette idée d'une beauté objective. Le texte que je vais vous lire maintenant est un extrait de l'Analytique du beau d'Emmanuel Kant, texte publié en 1790. La beauté, nous dit-il, est une expérience subjective, même si nous nous persuadons souvent de son universalité. Le jugement de goût est esthétique. Pour décider si une chose est belle ou ne l'est pas, nous ne rapportons pas la représentation à son objet au moyen de l'entendement et en vue d'une connaissance, mais au sujet et au sentiment du plaisir ou de la peine, au moyen de l'imagination, peut être jointe à l'entendement. Le jugement de goût n'est donc pas un jugement de connaissance. Il n'est point par conséquent logique, mais esthétique. C'est-à-dire que le principe qui le détermine est purement subjectif. S'il nous arrive d'être touchés par la beauté d'une œuvre, ce n'est donc pas en raison de propriétés objectives de celle-ci, mais en raison de l'effet de cette œuvre sur nos sens, effet qui peut varier en fonction des individus. Pourtant, ce serait une erreur de faire de Kant un simple relativiste. Sa position est plus subtile.
Il nous invite en effet à ne pas réduire le beau simplement à quelque chose d'agréable pour les sens. Pour ce qui est de l'agréable, chacun reconnaît que le jugement par lequel il déclare qu'une chose lui plaît, étant fondé sur un sentiment particulier, n'a de valeur que pour sa personne. C'est pourquoi, quand je dis que le vin de Canaries est agréable, je souffre volontiers qu'on me reprenne et qu'on me rappelle que je dois seulement dire qu'il m'est agréable. Et cela ne s'applique pas seulement au goût de la langue, du palais et du gosier, mais aussi à ce qui peut être agréable aux yeux et aux oreilles. Pour celui-là, la couleur violette est douce et aimable. Pour celui-là, elle est terne et morte. Tel aime le son des instruments à vent, tel autre celui des instruments à cordes. Ce serait folie de prétendre contester ici et accuser d'erreur le jugement d'autrui lorsqu'il diffère du nôtre, comme s'ils étaient opposés logiquement l'un à l'autre. En fait d'agréable, il faut donc reconnaître ce principe que chacun a son goût particulier, le goût de ses sens. Il en est tout autrement en matière de beau. Ici, en effet, ne serait-il pas ridicule qu'un homme qui se piquerait de quelque goût crût avoir tout décidé en disant qu'une chose, comme par exemple cet édifice, cet habit, ce concert, ce poème soumis à notre jugement, est belle pour lui. C'est qu'il ne suffit pas qu'une chose plaise pour qu'on ait le droit de l'appeler belle. Beaucoup de choses peuvent avoir pour moi de l'attrait et de l'agrément, personne ne s'en inquiète. Mais lorsque je donne une chose pour belle, j'exige des autres le même sentiment. Je ne juge pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, et je parle de la beauté comme si c'était une qualité des choses. Aussi, dis-je que la chose est belle, et si je m'attends à trouver les autres d'accord avec moi dans ce jugement de satisfaction, ce n'est pas que j'ai plusieurs fois reconnu cet accord, mais c'est que je crois pouvoir l'exiger d'eux. Juge-t-il autrement que moi, je les blâme et je leur refuse le goût tout en le désirant pour eux. On ne peut donc pas dire ici que chacun a son goût particulier. Cela reviendrait à dire qu'il n'y a point de goût, c'est-à-dire qu'il n'y a point de jugement esthétique qui puisse légitimement réclamer l'assentiment universel. Il est donc légitime que celui qui pense avoir trouvé la beauté cherche à partager son expérience subjective aux autres, légitime d'espérer que ce qui nous a touchés puisse également toucher les autres. Terminons avec un texte de David Hume, extrait de son essai sur la règle du goût. Dans ce texte, il montre qu'affirmer que la beauté dépend des goûts de chacun se heurte à un problème empirique. Comment en effet expliquer qu'il existe un tel consensus autour des chefs-d'œuvre? Le même Homère qui plaisait à Athènes et à Rome il y a 2000 ans est encore admiré à Paris et à Londres. Tous les changements de climat, de gouvernement, de religion ou de langue n'ont pu ternir sa gloire. L'autorité et les préjugés peuvent donner une vogue temporaire à un mauvais poète ou à un mauvais orateur, mais sa réputation ne sera jamais durable et universelle. Quand ses compositions sont examinées par la postérité ou par des étrangers, l'enchantement se dissipe et ses défauts apparaissent sous leur vrai jour. Au contraire, pour un réel génie, plus ses œuvres durent, plus largement elles se répandent et plus sincère est l'admiration qu'elles rencontrent. L'envie et la jalousie prennent trop de place dans un cercle étroit et même une relation de familiarité avec la personne du génie peut diminuer les éloges que méritent ses compositions. Mais quand ces obstacles sont ôtés, les beautés qui naturellement sont capables d'éveiller des sentiments agréables déploient immédiatement leur énergie, et tant que le monde dure, elles conservent leur autorité sur l'esprit des hommes. Bien qu'une nation civilisée puisse se tromper dans le choix de son philosophe préféré, on ne la voit jamais se tromper longtemps dans l'affection qu'elle manifeste pour l'auteur épique ou tragique dont elle fait son favori. Mais si des œuvres semblent avoir la capacité d'accorder tout le monde sur leur beauté, le problème reste entier. D'où est-ce que ça vient ? Je vous soumets donc ce problème. Existe-t-il des critères de la beauté? J'ai hâte de voir vos démonstrations sur ce sujet, et cette fois promis, je vous laisse vraiment 2 semaines avant de faire la vidéo de retour sur vos travaux. Prenez bien soin de vous, et surtout, argumentez bien.